L'objectif qui se fixe pour la Guinée d'une croissance à 2 chiffres dès 2020. Comme il l'a dit tantôt, cela suppose un minimum d'1,5 milliard. Et c'est la raison pour laquelle, en s'adressant aux Chinois, à la partie chinoise, il a dit « Je veux un programme à long terme ». Je vais même vous livrer un petit secret, ce n'est pas un secret. Lorsque, au début des négociations, je suis venu le voir pour lui dire, comme point d'application de cet accord important, on peut prévoir l'aide à la balance de paiement. Sa réponse a été claire. Non, Kassori, on ne mettra pas l'argent dans la dépense publique de fonctionnement. Si je m'endette, je voudrais que cet endettement aille à l'investissement. Parce que c'est l'investissement qui est générateur de croissance. Pour le fonctionnement de l'État, on continuera à se débrouiller. Voilà le premier élément de cette philosophie. Le deuxième élément de cette philosophie, il a dit, programme à long terme, basé sur nos ressources, mais une affectation a priori de nos revenus destinée à l'investissement public. Cela signifie quoi? Il n'y a pas de possibilité, ni pour lui, ni pour son gouvernement, de dilapider un centime de cet argent. Parce que l'argent va être dépensé dans les modalités classiques des banques privées et des banques de développement. Tout projet éligible à ce financement doit faire l'objet des études de faisabilité. Comme il l'a dit tantôt, nous avons été accompagnés dans l'évaluation et la formulation des projets par des cabinets étrangers. La CGP, avec M. Thalès Condé, a travaillé avec les ministères techniques d'abord sur les idées de projet. Et je peux vous assurer, beaucoup d'idées de projets ont été rejetées a priori par le président en raison de leur caractère non pertinent sur la croissance qu'il souhaite imprimer à ce programme. Ces projets identifiés ont fait l'objet d'études. Les études, un aspect important que les Guinéens comprennent, ont fait l'objet de validation par les cabinets internationaux. Élément très important. Pourquoi Swapiti ne fait l'objet d'aucune remarque, malgré la complexité du montage financier de ce projet? Parce qu'il faut le rappeler, les Guinéens ne sont pas fiers de ce que nous avons, de ce que nous accomplissons. Swapiti est le projet le plus grand dans la région ouest africaine. Et son modèle de financement est le plus complexe et le plus pertinent à date. Je vous le dis parce que je suis invité en Europe pour essayer de parler du modèle qui devient maintenant un modèle que les autres pays devront embrasser. C'est 1,5 milliard de financement, dans lequel il n'y a pas un déboursement d'1 centime cash de la Guinée. Il faut le faire. Pour revenir au sujet, tous ces projets ont fait l'objet de validation de cabinets étrangers, en particulier de cabinets occidentaux, comme dans le cas de Swapiti.
Donc, il n'y a pas de risque d'exagération des mots. La qualité des ouvrages sera tout aussi garantie par la supervision qui sera assurée par ces cabinets étrangers. TEF, dans le cas de Swapiti, sur les routes régissent un cabinet français de réputation internationale, etc., etc. Alors, le système est totalement transparent. De quel projet nous parlons pour cette première phase? Parce que nous avons présenté un portefeuille de près de 10 milliards à la partie chinoise, de projets étudiés ou préétudiés, sur lesquels la priorité a été fixée sur la première grappe de projets comprenant la route Koya Mamou Dabola, longue de 337 km. Cette route est vieille. La dernière fois qu'elle a fait l'objet de réflexion date de 1992. Il faut ajouter aussi pourquoi Dabola s'arrête à Dabola, parce que Kouroussa, Dabola est financé par la BID et les appels d'offres ont été lancés. Donc c'est la route qui a, c'est la fraction Kouroussa, Dabola, déjà financée par la BID. Exactement. Merci, Monsieur le Président. En fait, le réseau national numéro 1 est long de 1133 km, sur lequel les premiers 336 vont être réfectionnés, réhabilités dans des conditions un peu mieux faites. Parce que la première route sur laquelle on roule actuellement, c'est une route, le béton bitumeux de 5 cm, avec une fondation latéritique de 10 cm. La celle qu'on va refaire, on va doubler la fondation. Je ne suis pas en train de dire qu'on va faire une autoroute. On est très loin de ça, ce n'est pas une autoroute, mais c'est une route mieux faite. Pas dit 23 millions d'habitants. Nous avons un lien de force qui ont été adoptés avec d'autres pays, dont certains, bien sûr, n'ont pas connu les succès escomptés. Dans ce cadre, comme le ministre d'État l'a expliqué, les projets d'infrastructure ont été minutieusement sélectionnés, des études réalisées, le processus de sélection des contractants réalisés dans les normes. Mais parallèlement à cela, il fallait donner une certaine assurance, je dirais, à la partie chinoise pour le remboursement des prêts à contracter. Et bien sûr, la tentation aurait pu être grande de dire, OK, nous avons 5-6 milliards de tonnes de bauxite, ça vaut tel montant sur le marché, à la bourse, donc donnez-nous tel montant en contrepartie. Comme le président l'a si bien expliqué dans son introduction, nous n'avons aucune certitude, un code minier uniforme, dont les discussions dans le cadre de son adoption ont concerné toutes les parties prenantes, y compris le FMI, la Banque mondiale. Donc un code qui est aux standards internationaux. Il a donc été jugé que ce code était une bonne base pour choisir
les projets pour lesquels que nous allions utiliser dans le cadre du remboursement des prêts que nous allions contracter. Le président l'a dit, les premières propositions ont été faites, notamment par certaines entreprises, avant 2013. Mais il a décidé que nous n'entrerions dans les négociations concrètes qu'après que le code ait été adopté. Donc, après cette adoption du code, donc, les projets chinois et d'autres pays ont commencé à germer en Guinée. La Chine a d'excellentes relations avec la Guinée, mais l'investissement, les prêts qui sont donnés à la Guinée, il fallait que la partie chinoise soit sûre que nous avions et nous réunissions toutes les conditions pour rembourser ces prêts-là. Et la dynamique engagée depuis 2011 dans le secteur minier en termes de réforme, les projets, la qualité des projets, notamment chinois, qu'il y a en place aujourd'hui, tout cela a permis de donner un certain confort aux parties chinoises. Donc, dans ces discussions, parallèlement au choix des projets d'infrastructure, il a été convenu de choisir des projets miniers qui allaient soutenir les premières phases de prêt. Les 3 projets qui ont été choisis dans ce cadre-là concernent le projet CDM en Chine, le projet SPIC et le projet de Chalco. Le projet CDM en Chine a déjà fait l'objet d'une étude de faisabilité. Le projet a même commencé les premières activités de production il y a quelques jours. C'est vous dire qu'il s'agit d'un projet concret dans le secteur minier qui s'exécute dans le cadre strict du code minier sans aucun avantage indu comparé à des projets similaires dans le secteur. Le projet CDM en Chine porte non seulement sur la production de bauxite, aux alentours de 10 millions de tonnes par an, mais aussi sur la transformation en alumine en Guinée. Le projet SPIC ex-CPI, qui a connu des difficultés par le passé, a fait l'objet de discussions au cours des derniers mois entre la société et le ministère des Mines et les autres ministères impliqués pour la relance de ce projet et au moment où je vous parle, la mise à jour de l'étude de faisabilité bancable du projet est en cours. Nous nous sommes entendus sur un calendrier concret et ce projet aussi concerne non seulement la production de bauxite qui pourra aller jusqu'à 15 millions de tonnes, mais aussi la production d'alumine. Donc il s'agit d'un projet concret dont les équipes sont sur le terrain et qui va s'exécuter dans le cadre strict du code minier. Le troisième projet concerné est le projet de Chalco. Vous avez suivi, il y a quelques semaines, la signature de l'accord pour la réalisation de ce projet à Bofa. Ce projet aussi, l'étude de faisabilité est due dans quelques jours, à la fin du mois de septembre, et la construction démarrera dès le début de l'année prochaine. Tous ces projets sont donc des projets miniers normaux, traités dans le cadre normal du code minier avec des avantages qui sont comparables à des avantages accordés à des investisseurs de tous horizons. Ces projets portent sur la production de bauxite, mais aussi sur la transformation. Une dernière chose qui est extrêmement importante à signaler, Monsieur le Président de la République, c'est que ces projets ont leur propre investissement, qui n'est pas compté dans les 20 milliards qui ont été mentionnés ici, qui n'est pas compté dans le montant d'1,5 milliard concernant Swapiti. À date, sur la base des études réalisées,
nous sommes à au moins 3 milliards de dollars d'investissement pour ces projets ensemble, ces 3 projets ensemble. Au moins 3 milliards de dollars d'investissement dans la région de réalisation de ce projet. Donc, ces investissements se réaliseront à Bofa, ces investissements se réaliseront à Boké et dans les autres préfectures concernées. Et ces investissements portent essentiellement sur des infrastructures. Donc, en plus des infrastructures financées dans le cadre du programme de prêt signé dans l'accord 4, il y a aussi des infrastructures qui seront financées directement par les projets qui ne portent sur aucune dette contractée par l'État, qui portent sur des investissements de nature privée dans un projet réalisé dans le cadre d'une approche purement commerciale et conforme au code minier. Monsieur le Président, je voudrais quand même insister sur un élément pour finir. C'est que cet accord qui a été signé permet de faire jouer au secteur minier le rôle que vous avez toujours ambitionné pour ce secteur. La fameuse réplique que vous avez eue lors du symposium minier était bien sûr bien fondée, parce que le secteur minier doit être au service du reste de l'économie. Un secteur qui, pour 1 milliard de dollars d'investissement, crée 1000, 2000 emplois, ne peut pas être comparé à un secteur comme l'agriculture qui, avec peut-être 200 millions de dollars d'investissement, peut créer 10, 15 000 emplois. Donc, ça peut paraître aussi paradoxal, mais connaissant aussi votre vision dans le domaine, je pense que ça rentre dans le bon cadre des choses. Notre souhait le plus absolu, c'est qu'au terme de cet accord cadre que vous avez réalisé, pas seulement pour ceux qui sont assis dans cette salle, mais pour nous-mêmes qui sommes un peu plus jeunes, même pour nos enfants aussi, qu'au terme de la réalisation de cet accord cadre, la mise en œuvre de cet accord cadre, que les mines représentent peut-être une fraction infime, mais d'une économie largement plus grande que celle que nous avons aujourd'hui. Parce que nous avons un problème d'échelle, je pense. Parce que quand on parle de 6-9 milliards de dollars de PIB, je suis désolé, mais en réalité, Xiamen, la petite ville chinoise que nous avons visitée, a 60 milliards de dollars de PIB. 60 milliards de dollars de PIB. Donc, si nous avons, dans 20 ans, 30, 40, 50, voire 100 milliards de dollars de PIB, que les mines ne représentent qu'une fraction d'1% ou de 0,5% de ce PIB, ou que je serai ce jour-là, je serai peut-être l'homme le plus heureux, et je suis sûr que cela aura été réalisé grâce à votre vision et grâce à cet accord historique pour la Guinée, mais inédit aussi pour toute l'Afrique. Je vous remercie. La ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président de la République. Bonjour à tous. Au même titre que mes prédécesseurs, je veux souligner le caractère exceptionnel et historique de cet accord. Il dénote vraiment la vision de notre chef de l'État, qui est une vision qui n'est pas seulement centrée sur le court terme, mais qui va au-delà. Ça va nous dépasser tous. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Comme l'a souligné le négociateur en chef de notre équipe, le ministre d'État, M. Kassory, cet accord va consister en des financements. Nous allons nous endetter. Mais cette dette, elle sera doublement productive. Et ça, c'est un aspect sur lequel on doit insister. Pourquoi? Parce que, comme l'a rappelé le président de la République, cette dette va servir à financer des investissements en infrastructure. Si on veut booster la croissance, si on veut une croissance à 2 chiffres, en 2020, il nous faut avoir des routes, il nous faut de l'électricité, il nous faut de l'eau, il nous faut un port qui fonctionne de manière optimale. Le deuxième caractère productif de cette dette, c'est que les projets que le ministre d'État a mentionnés, qui seront financés tout au cours de ces 20 prochaines années,
ces projets auront un fort contenu local. Et ça, c'est extrêmement important. Nous voulons, comme l'a fait la Chine, quand des investisseurs occidentaux venaient pour réaliser des projets, ils ont imposé la nécessité de sous-traiter avec nos PME locales. Ils ont imposé la nécessité de transférer la technologie, le savoir-faire. Et ça, c'est également ce sur quoi l'État ne transigera pas. Donc il y aura création de richesses par et pour les Guinéens. La dette, c'est un mot qui peut faire peur, mais comme je l'ai expliqué, l'endettement ici servira à financer de l'investissement, pas de la consommation. Les conditions dans lesquelles nous avons également négocié la première vague de projets, les conditions financières, et Dieu seul sait que les discussions ont été longues, difficiles. Mais là encore, nous avons réussi une passe exceptionnelle. Nous avons obtenu les conditions les plus favorables. Et cela, je le dis en connaissance de cause. Si on compare à certains pays de la sous-région qui ont, au cours de cette année, effectué des emprunts sur les marchés financiers, nous avons obtenu de bien meilleures conditions qu'eux. Et ça, c'est également exceptionnel. Le dernier point important, c'est que tout au cours de ces négociations, la Guinée a joué la transparence. Transparence notamment avec nos partenaires économiques, et nos partenaires techniques et financiers, et notamment le Fonds monétaire, qui a été tenu informé des évolutions de nos négociations. Et je puis vous dire que le Fonds est extrêmement satisfait et même étonné, je dirais, des conditions exceptionnelles que nous avons obtenues pour ces financements-là. Donc la transparence a été totale. Ça, c'est aussi la nouvelle donne du gouvernement que le président de la République a nommé. C'est un nouveau visage de la Guinée. Le dernier aspect sur lequel je souhaitais également insister, c'est le fait que nous nous armons également des meilleures compétences à la fois nationales, mais aussi sur le plan international. Et le ministre d'État, M. Kassouri, l'a mentionné. Nous nous armons des meilleurs conseils financiers, dont la réputation n'est plus avérée, pour justement obtenir des meilleures conditions pour cette dette. Donc je dirais que le résultat est extrêmement positif, mais il appelle aussi, bien entendu, la poursuite de nos efforts sous l'égide du négociateur, M. Fofana, parce qu'il va aujourd'hui falloir, bien entendu, travailler à finaliser ces accords. Il va également s'agir pour nous de mettre en place tout ce qu'il y a, tous les éléments qui permettront un démarrage rapide de ces projets. Et aujourd'hui, je dois dire que l'équipe que nous avons en place, avec l'administrateur général, le ministre de l'Énergie, le ministre des Mines, le ministre du Budget, et j'en oublie d'autres, cette équipe est soudée, cette équipe travaille de manière structurée, cette équipe travaille à ce que chacun joue sa partition pour que le résultat soit celui que nous espérons tous, un démarrage rapide. Nous construisons nos infrastructures, elles vont nous aider à booster la croissance. En construisant nos infrastructures, nous construisons également un tissu de PME locales qui vont donc générer également des recettes fiscales. Et donc tout cela va contribuer à améliorer la situation socio-économique de notre pays. Je vous remercie. Bon, j'espère que vous êtes suffisamment éclairés sur cet accord. Maintenant, si vous avez des questions, soit à moi, soit au ministre. Oui, dis-vous, il faut donner la parole. Oui, Monsieur le Président, la liste est déjà établie, la liste des intervenants. Allez-y alors. Avec votre permission. Et Monsieur, au compte de radio privé, Monsieur Sema Katroma Kamara.
Monsieur le Président de la République. Bonjour à tous. Abaissez un peu le micro. Monsieur le Président, signer un accord de 20 milliards pour notre pays, c'est bien, sauf que beaucoup d'observateurs estiment que la période de 20 ans, c'est trop. Et d'ailleurs, combien de quantité de bauxite les Chinois vont extraire pendant cette période? Bon, je pense qu'un pays, non seulement il faut penser à la génération actuelle, mais à la génération future. C'est-à-dire on garantit que le prêt avec la Chine va courir sur 20 ans. Donc, pendant 20 ans, la Guinée est sûre d'avoir au minimum chaque année 1 milliard de dollars. Mais je vous ai dit aussi que ce n'est pas le définitif. Ça va dépendre des projets que nous allons présenter pendant ces 20 ans et de leur capacité de remboursement. C'est-à-dire que ça ira largement au-dessus de ces 20 ans. Mais si nous ne travaillons que pour nous, et les gouvernements qui vont venir après, si nous voulons que la Guinée continue à avoir toujours une croissance à 2 chiffres, il faut donner aussi à ces gouvernements, les gouvernements qui vont venir après, les ressources qui vont leur permettre. C'est-à-dire même si un gouvernement demain veut gaspiller, il ne pourra pas utiliser des ressources venant de l'extraction des mines chinoises, parce que ces mines doivent d'abord servir à rembourser la dette chinoise. Donc, il ne peut pas modifier pour faire une dépense de consommation, acheter des voitures ou bien construire des immeubles. Et deuxièmement, combien les Chinois vont extraire? Mais le ministre vient de vous dire combien, quelle Enanchine, je crois que c'est 10 millions de tonnes, Chalco, ça sera autour de 15 millions. Mais je vous fais remarquer que Alcoa Kamsar a fait un emprunt de 600 millions de dollars pour agrandir le port, parce qu'actuellement, Kamsar fait 13 millions de tonnes. Donc ils vont agrandir le port pour passer à 18 millions de tonnes. Nous déjà, Kamsar seul, a une production supérieure et à Chalco et à Enanchine, sans compter Russal. Mais notre objectif, c'est de vendre le maximum de matières premières, pas seulement la bauxite, le fer, le pétrole, le gaz, le cuivre, etc. Diversifiés, qui nous permettent d'avoir la plus grande capacité d'endettement et la plus grande capacité de remboursement. Donc, un pays est en train de nous aider, parce que les pays africains ont un certain nombre de faiblesses. Nous n'avons pas la capacité de savoir exactement le volume de nos ressources. Deuxièmement, nous n'avons pas toujours la capacité de maîtriser exactement la teneur de ce qui sort. Nous allons avoir un laboratoire et 2 bateaux, et je pense dans 3 mois, qui va nous permettre que chaque entreprise qui sort, s'il nous dit j'ai une bauxite de 40% de teneur, on peut savoir si c'est vrai ou faux, si c'est 50%, 60%. Deuxièmement, ça nous permet d'empêcher que les gens fassent l'écrémage. C'est-à-dire que si vous avez la bauxite, ce n'est pas la même teneur. Vous pouvez avoir des scènes à 40%, certaines à 60%. Donc il faut éviter l'écrémage, c'est-à-dire qu'ils se contentent d'exploiter seulement de 60%, alors qu'ils doivent exploiter de tout pour arriver à 40%, 60% qui vont être ensemble. Mais il nous reste encore un autre point, c'est notre capacité demain de pouvoir savoir exactement nous-mêmes quelles sont nos ressources. Quand on nous dit vous avez un réserve de tant de barils de pétrole, il faut que nous soyons capables, techniquement, de vérifier si c'est ça ou pas. Donc, ça c'est le problème de tous les pays africains aujourd'hui. Donc, moi, plus il y a de sociétés chinoises, plus je serai content, parce que plus il y a de sociétés chinoises, plus la capacité de remboursement est garantie et plus nous aurons donc le financement de nos infrastructures. Merci, Monsieur le Président de la République. Radio Nationale, Aminata Sangari. Merci, Monsieur le Président. Dans votre introduction, vous avez dit que l'accord des 20 milliards de dollars américains a suscité beaucoup d'espoir, c'est vrai. Ça a cependant suscité beaucoup d'inquiétudes aussi. Quand on sait que, selon des opinions que nous avons recueillies sûrement dans nos rédactions, on sait que beaucoup d'opinions disent que l'administration guinéenne est marquée par une
inefficacité, une lourdeur. On le sait aussi que ces projets seront supervisés par des cabinets internationaux. Et je me demande, est-ce qu'ils auront la totalité de la supervision de ces projets ou ils vont travailler avec l'administration guinéenne, avec cet art déjà qu'on connaît de ces... Et ensuite, je voulais parler de l'emploi aussi. Vous avez toujours insisté dans nos universités que les élèves s'orientent dans des options qui ne font pas encore l'affaire de l'emploi en Guinée. Est-ce qu'il ne faut pas penser, avec ce gigantesque projet qui arrive bientôt, est-ce qu'il ne faut pas penser à former nos cadres au lieu de faire appel prochainement à des cabinets internationaux quand on sait qu'on peut déjà commencer à installer l'expertise en Guinée? Merci. Vous-même, vous avez dit que l'administration guinéenne n'est pas performante pour le moment. Alors, si l'administration guinéenne n'est pas performante, comment nous pouvons étudier les projets avec la plus grande technicité et la plus grande maîtrise? Il est évident que nous n'aurons pas à dépendre tout le temps d'expertise étrangère. Mais, dans la phase dans laquelle nous sommes, nous avons besoin d'expertise étrangère. Si nous voulons que dans les négociations, nous soyons capables d'être au même niveau que les partenaires. N'oubliez pas que même les Chinois font appel à des cabinets. Donc, l'avantage des cabinets, c'est de nous assurer que nos intérêts sont bien défendus et qu'effectivement, nous avons eu de meilleurs contrats possibles. Ensuite, ce sont des cabinets occidentaux. Donc, ils sont encore plus pointilleux de surveiller les Chinoises. Maintenant, évidemment, ça, c'est à court terme. Nous avons un projet de transformer l'AGPP, l'AGCGP en bureau d'études. Nous avons déjà sélectionné 47 experts que nous allons envoyer dans un pays ami pour qu'ils aient la maîtrise du logiciel. Et ils vont venir maintenant pour former des cadres ici. Parce que c'est un de nos points faibles, c'est notre capacité d'étude de projet. Même s'il y a l'argent, s'il n'y a pas de projet bien ficelé, on ne peut pas financer. Donc, nous allons nous doter progressivement de nos propres moyens pour faire des études de contrôle. Mais même si on en arrive là, on fera toujours appel à un cabinet étranger. Pourquoi? Pour la crédibilité. Pour qu'on ne dise pas, oui, on a... Je vous prends un cas concret, par exemple. Pour l'étude environnementale, on accepte que les sociétés minières prennent un cabinet local pour faire l'étude environnementale. Mais nous voulons que cette étude soit validée par un cabinet international. Parce que ça garantit effectivement, sur le plan mondial, la crédibilité de l'étude environnementale. Sinon, on va dire, voilà, vous avez donné ça à un petit cabinet guinéen qui a été corrompu et qui va accepter, donc vous allez mettre en cause. Nous n'introduisons pas. Ils peuvent utiliser les cabinets guinéens, faire l'étude environnementale, mais il faut que cette étude environnementale soit soumise après à un cabinet international de premier rang mondial pour qu'il valide. Donc, pendant que nous utilisons dans un premier temps, nous commençons à former même. Donc là, je peux devenir un bureau d'études comme le BNET en Côte d'Ivoire. Mais ça, il faut du temps. Mais déjà, nous avons 47 qui sont en mesure, qui vont partir pour maîtriser le logiciel d'études et qui seront maintenant des formateurs d'autres cadres. Je pense que c'est la question que vous avez posée. Maintenant, évidemment, l'administration guinéenne, vous savez, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans l'évolution, 4e révolution industrielle, l'économie numérique, qui va transformer complètement l'économie mondiale. Mais pour être dedans, il faut maîtriser de nouvelles technologies. Malheureusement, deux choses, il faut maîtriser de nouvelles technologies et maîtriser l'anglais. Malheureusement, la majorité des cadres guinéens aujourd'hui ne maîtrisent ni les nouvelles technologies, ni l'anglais. C'est pourquoi les jeunes générations, pour qu'on renforce l'instrument des nouvelles technologies, d'économie numérique, parce que nous avons aujourd'hui des jeunes Guinéens, nous avons aussi beaucoup de Guinéens à l'extérieur, des jeunes Guinéens qui maîtrisent parfaitement les nouvelles technologies. On est en train de faire revenir. À ce moment-là, nous avons une organisation plus performante parce que vous ne pouvez pas demander à certains âges de se mettre à apprendre l'anglais ou bien maîtriser les nouvelles technologies quand ils ne savent pas aller sur un ordinateur. Donc, si vous voulez l'avantage de nouvelles technologies, comme je l'ai dit, la 4e révolution du cerveau nous permet de rattraper notre retard à condition que nous avons la maîtrise des nouvelles technologies. Pourquoi nous voulons construire des universités, mais aussi orienter les étudiants? Ça ne sert à rien de former 100 professeurs de droit quand on a besoin de 10, alors
alors qu'on a besoin de... Aujourd'hui, la Guinée a besoin de quoi? C'est un grand pays minier, nous avons besoin de former des mines. Nous allons être un pays exportateur, producteur d'énergie exportateur, nous allons faire des ingénieurs dans le domaine de l'électricité. Nous voulons être un grand pays agricole, il faut qu'on forme des ingénieurs agronomes. Nous voulons transformer notre élevage. J'étais en Chine, j'ai été dans une province, une vache fait 70 litres par jour. 70 litres. En Guinée, au mieux c'est 7 litres. Badiko, chez toi, là-bas, vous faites combien de litres? 2. Donc, nous allons envoyer 25 jeunes vétérinaires au Maroc. Parce que quand j'étais au Maroc, j'ai vu un bœuf qui pesait 1 tonne 700. Vos bœufs pèsent combien ici? Donc, j'étais très content que le Maroc nous accompagne. Ils vont venir en novembre là, pour faire l'insémination. Mais quand j'étais en Chine, parce qu'avec le Maroc, on va arriver à 14 litres. Mais quand j'étais en Chine, ils font 70 litres. Je n'ai pas cru d'abord. Ils disent tout de suite, on fait un accord. Donc, ils vont envoyer des cadres bientôt pour aussi travailler avec nous. On va travailler avec les Marocains pour l'insémination, mais on va travailler aussi avec les Chinois pour l'insémination. Avec le Marocain, ce sera le lait, mais aussi la viande. Avec cette province, ce sera le lait. Donc, c'est vous dire donc que grâce à la formation, nous allons, si vous venez de mettre les vétérinaires guinéens, vous dites, ça ne va pas faire d'insémination. Alors qu'avant, les Russes nous avaient construit à Famolia, non? Famolia à Beila, à Ditine. Mais distance. Mais ça a disparu. Nous sommes en train de les rénover. Nous avons envoyé des équipes à Famolia à Bouquet. L'État même, puisqu'on n'est pas sûr que les paysans chez Badiko là vont penser que c'est important de faire l'insémination, l'État va commencer. Nous allons avoir 400 vaches à Beila, 400 à Bouquet, et qui vont être inséminées les premiers de monter, parce que le veau qui va naître sera de notre race et de notre poids ou de notre capacité de lait. Nous allons donc continuer. Il faut que nous allons faire la semaine de l'élevage, la journée de l'élevage au Fouta, pour convaincre les éleveurs d'accepter l'insémination, d'accepter que les bœufs soient parqués et qu'ils soient nourris par l'alimentation de bétail. Nous avons 2 usines maintenant d'alimentation de bétail pour que les bœufs ne divaguent plus et qu'ils aillent sur les champs, etc., et qu'ils soient plus gros, plus nourris. Donc, mais il faut que l'État même profite du fait qu'on avait déjà ces centres, qu'on les remette à jour pour nous-mêmes donner l'exemple. À ce moment-là, les paysans verront, et pas les paysans, par exemple les éleveurs. Donc, il est fondamental pour nous aujourd'hui de maîtriser de nouvelles technologies et de maîtriser l'anglais. Je suis désolé, aujourd'hui, les nouvelles technologies, c'est l'anglais. J'ai donné toutes nos ressources, pas anglais, toutes les courses qu'on nous pétrolière, tout, à un secteur chinois de Sam, comment s'appelle la société Magas? Hein? Non, la société CFI, pour 10 milliards, tout. J'ai considéré que ça n'engage pas le gouvernement guinéen. Beaucoup de sociétés sont venues me voir, voilà 1 milliard de dollars pour donner telle mine. Je dis à tout le monde, vous voulez 1 milliard? Ok. Vous voulez une mine? Vous attendez qu'on ait le nouveau code minier et vous aurez la concession en fonction du nouveau code minier. Quels sont les gens qui sont dans le secteur de la bauxite? On dit que c'est les Chinois seulement. Depuis 1963, nous avons les Américains Alcoa, à Kamsa. Nous avons Russal, qui était à Fria et à Kindia. Le Parlement vient de ratifier les 3 concessions de Russal, parce que Russal a eu ensuite, en plus de Fria et de Kindia, Russal a eu Dianya. Et si vous demandez Dianya, c'est la plus grande réserve de bauxite, c'est la plus grande concession de bauxite. Ça veut dire les Américains, les Russes. En dehors de cela, vous avez Mubadala, des Émiratis, qui a la concession de Sangaredi, et qui investira en tout 5 milliards dans 2 phases. Première phase, production de bauxite. Deuxième phase, alumine. Investira 5 milliards. 5 milliards, 3. Vous avez Alifer, qui est une société anglaise, et qui est à Boufa, et qui va commencer à produire très bientôt. Vous avez ensuite SMD et comment ça s'appelle la société, et AMR, les sociétés françaises. Ensuite, nous venons de signer
avec une société, notre société, Sogi Famille vient de signer avec une société indienne de l'Inde. Alors vous voyez, il y a des Américains, il y a des Russes, il y a des Émiratis, il y a des Français, il y a des Indiens, etc. Mais quelle est la différence? Les revenus produits par ces sociétés vont dans les budgets de l'État, qui peut être utilisé à bon escient ou mal. Alors que les concessions qui sont avec les entreprises chinoises, les royalties seront exclusivement réservées au remboursement des financements des infrastructures. Et le contrat est sur 20 ans. Ça veut dire que tous les gouvernements qui seront là pendant au moins 20 ans seront obligés de consacrer les royalties de ces sociétés chinoises aux infrastructures, non pas aux dépenses de fonctionnement, d'achat des véhicules, etc. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Donc, nous n'avons pas hypothéqué, parce que je n'ai jamais accepté le troc, c'est-à-dire argent contre mine. Pourquoi? Parce que on peut vous donner 1 milliard, mais que la valeur de la mine soit supérieure à 1 milliard. Mais si vous donnez contre troc, c'est arrivé dans certains pays d'Afrique centrale, contre 1 milliard, ils ont donné une mine. Mais se trouve que la mine valait 2 milliards. Donc quand vous faites le troc, si la valeur de la mine est supérieure à l'emprunt, vous perdez. Dans notre cas concret, si on a une mine, la société a une mine d'1 milliard, et qu'au bout de 500 millions de tonnes de prêts remboursés, tous les royalties reviennent maintenant au gouvernement guinéen. Et comment ça a pu? C'est parce que nous avons pu établir des rapports exceptionnels aujourd'hui avec la Chine. Donc, au lieu de fantasmer, tout patriote devrait être fier, parce que pour la première fois pendant 20 ans, la Guinée aura des fonds qui sont consacrés aux infrastructures, aux routes, aux ports, aux chemins de fer. Vous savez très bien que le grand handicap de la Guinée, c'est cela: l'électricité, l'eau, les routes, les chemins de fer, les ports. Donc pendant 20 ans, ce n'est pas un accord qui est lié au mandat d'Alpha, c'est un accord sur 20 ans. Et ce n'est pas seulement 20 milliards. Ça dépend de deux choses. Notre capacité à présenter des projets bien ficelés et notre capacité de remboursement. Ça veut dire, plus il y a d'entreprises chinoises, plus plus nous sommes capables de présenter des projets bien ficelés, nous aurons accès à ces crédits. Et plus nous aurons plus d'entreprises chinoises qui travaillent pour rembourser, plus nous aurons davantage de crédits. Donc les 20 milliards, ce n'est qu'un point de départ. Ça veut dire, et j'ai décidé que la croissance en Guinée est une croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire 10, 11, 12. Mais pour avoir cela, il faut investir chaque année, public et privé confondus, 1,5 milliard de dollars. Donc nous sommes déjà assurés qu'au moins chaque année, bien sûr en fonction de notre capacité à présenter des projets bien ficelés, parce que le gouvernement ne peut financer que si vous avez des projets bien ficelés et que vous signez des contrats. C'est-à-dire qu'une fois que ces projets sont prêts, à ce moment-là, maintenant, les banques peuvent financer. Donc, c'est les 1,5 milliard nécessaires entre le public et le privé. Nous sommes déjà assurés que le projet, on aura 1 milliard déjà. Il reste la société de 500 millions. Et cela sans compter les revenus que les autres entreprises minières vont apporter. C'est-à-dire les revenus de GAD, de Kamsa et de Russal, etc. Voilà la réalité concrète de cet accord. Mais nous sommes partis plus loin. Nous avons dit aux miniers, il n'est pas normal que ce soit seulement les sociétés minières qui exploitent les mines. Il faut que les Guinéens aussi puissent être dans les mines. Nous avons donc dit, vous allez travailler avec les Guinéens, on va donner des petits blocs à les Guinéens, vous allez les préfinancer et racheter leur production pour les permettre d'avoir une assise économique. Voilà donc exactement quelle est la politique. En
en aucun cas je ne permettrai que les ressources minières ou pétrole hors de la Guinée soient bazardées. Mais je n'accepterai pas non plus qu'elles restent sous terre. Ça sert à quoi de dire scandale géologique, la Guinée est riche, quand vous recherchez sous terre, ça sert à quoi? Le ministre peut vous dire, à mon arrivée, la Guinée ne faisait pas plus de 13 millions de tonnes de bauxite. Nous avons plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Nous n'occupons que 7% du marché international. Comment vous pouvez expliquer ça? Logiquement, depuis longtemps, la Guinée aurait dû être le premier producteur de bauxite dans le monde. De bauxite et d'alumine. Mais ce n'est pas le cas. Et nous allons, d'ici 2 ans, nous allons, même à partir de cette année, d'ici en 2018, nous serons le premier producteur mondial de bauxite. Comme l'Arabie Saoudite est le premier producteur mondial de pétrole. Mais les routes de pauvres, c'est bien, c'est pour le développement, mais ça ne change pas l'assiette de la ménagère. Il faut que vous sachiez aussi que cet argent-là, ce n'est pas un cash flow. Ce n'est pas l'argent qu'on va donner à l'État. C'est les projets qui sont financés. Nous avons signé pour la route, nous avons les projets, la première tranche 2018, c'est la route Koya-Dabola, qui est déjà attribuée, les voiries de Conakry, ligne de connexion Linsan-Foumi, une université et le port de Conakry. Ça veut dire que les fonds vont à ces projets. Ce n'est pas l'argent que le gouvernement va recevoir. C'est ces projets-là qui vont être financés. Ensuite, à partir de janvier, parce que commencera les négociations pour la deuxième phase, parce que nous voulons construire 4 universités, une à Conakry, une à Labé, à Zélokoré. Mais l'enveloppe, nous avons déjà, dans les 20 milliards là, Swapidi ne compte pas. Swapidi, c'est 1,3 milliard. Ça, c'est financé à part. C'est comme StarTime. Bon, et je pense que ça fera plaisir à Savané, qui est à l'RTG. Donc, nous ne sommes pas compris dans les 20 milliards là. Donc, la deuxième phase, les Chinois ont le principe, partir des choses les plus faciles vers les choses les plus difficiles. Donc, commencer par les choses les plus faciles pour aller vers les choses les plus difficiles. C'est ça, la théorie chinoise. Donc, l'année prochaine, les négociations que nous aurons, ça sera les 3 autres universités, et les maisons sociales et les aménagements ruraux. Pourquoi? Conakry, ce n'est pas une capitale, vous-même vous savez. Donc j'ai commencé à discuter avec les habitants de Conakry pour qu'ils acceptent de déménager dans les maisons sociales. On casse, on reconstruit et on leur donne un appartement à l'habité parce que le prix du terrain à Kaloum est plus cher qu'une maison sociale. Nous allons vous présenter bientôt la maquette de Conakry en 2040. Parce qu'on ne va pas changer Conakry de façon anarchique. Nous avons travaillé avec une société de Singapour qui a transformé Singapour de ce qu'il était en maintenant. Donc cette société nous a fait le plan de Conakry en 2040 qu'on va exposer bientôt au Palais du Peuple. Et ensuite, avec l'Union européenne, nous avons le plan de Grand Conakry qui va jusqu'à Kindia. Donc c'est en fonction de ce plan-là que nous allons transformer la ville. Pour cela, il faut d'abord construire des maisons sociales, faire déménager les gens des zones de quartiers anciens de Conakry, ce n'est pas seulement Kaloum, afin qu'on ait une ville qui soit une véritable ville. Mais ensuite, pourquoi l'aménagement? Actuellement, les paysans guinéens font 1 tonne à l'hectare. Alors que nous avons un projet depuis quelques années avec l'Afrique du Sud et le Vietnam, ils font 7 tonnes à l'hectare. Nous avons aussi aujourd'hui des cadres qui sont dans l'économie, dans l'agriculture, comme Théophile à Kissidougou, qui font 4 tonnes à l'hectare. Et si nous faisons l'aménagement, nous allons avoir 2 avantages. Non seulement les paysans peuvent faire 4 à 5 tonnes par hectare, nous allons pouvoir faire 2 cultures par an. Et en m'attendant même 3 cultures. Donc, comme je l'ai dit lors de la réunion sur le mine, au ministre qui disait que le mine, c'est l'avenir de la Guinée, j'ai dit non. Les mines vont nous servir à faire des infrastructures. Le développement de la Guinée, c'est l'agro-industrie.
nous ne sommes pas seulement un scandale minier, nous sommes aussi un scandale agricole. Donc, nous allons, toute notre politique est de faire en sorte que la Guinée soit autosuffisante en alimentation, mais aussi qu'on développe des cultures de rente. Parce que les cultures de rente permettent aux paysans d'avoir des ressources qu'il peut utiliser pour construire sa maison, envoyer ses enfants à l'école, etc. Ensuite, l'agro-industrie, c'est-à-dire transformer les produits agricoles sur place. Voilà pourquoi l'aménagement est fondamental pour nous. Et c'est le développement agricole qui peut donner, qui peut lutter contre la pauvreté. Parce que les mines n'emploient pas beaucoup de monde, alors que l'agriculture emploie beaucoup de monde. Vous avez vu hier, si vous regardez la télévision, que nos propres artisans ont été capables de fabriquer un instrument pour transformer le fonio. 1 kilo de fonio pré-cuit aujourd'hui s'achète à 20 000 francs guinéens. Et c'est très recherché parce qu'il y a un phénomène mondial. Le quinoa était la nourriture des pauvres indiens. Aujourd'hui, c'est la nourriture la plus recherchée en Amérique. Le pain noir en Europe était la nourriture des pauvres. Aujourd'hui, c'est la nourriture la plus chère. Le fonio, avant, c'était la nourriture des pauvres. Le fonio est le produit le plus recherché. Comparez le prix d'1 kilo de fonio, pardon, demande comment on voit un truc de fonio là. Demande à 50. On a quelque chose à la cuisine là, le fonio. Donc, nous avons, et la Guinée, l'Afrique de l'Ouest produit à peu près 600 000 tonnes de fonio, 600 quelques mille. Et sur ça, la Guinée seule produit 400 000 tonnes. Mais quel était notre problème? Une bonne partie partait au Mali. Donc on décide avec Jacquemin de transformer cela. Et on a demandé à des artisans de Farana, parce que le fonio, pourquoi c'est parce que les femmes, c'est un travail extrêmement difficile. Donc on a demandé aux artisans de Farana, est-ce que vous êtes capables de fabriquer des éléments qui peuvent permettre de traiter complètement le fonio, que les femmes ne savent plus dépiler. Effectivement, ils ont été performants, ils ont montré, on a fait l'essai, ça a bien donné. Donc, on a commandé beaucoup, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ici quelque temps, les femmes n'auront plus les peines pour transformer le fonio, ça sera fait à travers ces machines. Et nous avons un grand marché à l'extérieur. Le fonio aujourd'hui est très recherché à l'extérieur, surtout aux États-Unis. Ensuite, voilà, ça vaut 20 000 francs. Même si c'est allé dans les monoprix. Et 20 000 francs Guinée, ça veut dire beaucoup plus quand on exporte. Ça, évidemment, c'est plus élaboré. Mais ça, c'est fait aux États-Unis. Donc notre objectif, c'est de pouvoir faire ce modèle d'emballage en Guinée. Nous sommes en train de négocier avec les personnes parce que vous êtes obligés, pour le vendre sérieusement, de mettre toute la composition et les caractéristiques, etc., et le mode d'emploi, etc. Vous prenez seulement votre micro-ondes, vous mettez dedans, et c'est cuit. Donc, vous n'avez plus les difficultés qu'il faut faire. Ensuite, notre anacarde, pour l'essentiel, était exportée dans les pays voisins. L'année dernière, j'ai pris 2 décisions. Un, des pays à Conakry, le prix qu'on les paye dans ces pays. Donc, on a fixé à 5 000 francs guinéens. Et deuxième, nous-mêmes lancé une grande campagne de plantation d'anacarde. J'ai acheté des anacardes conditionnés, envoyés dans les sous-préfectures. Et nous avons réussi à faire l'année dernière 215 000 hectares d'anacarde. Nous avons un projet de faire de 300 000 hectares cette année. On était à 180 quand on a vu que les paysans eux-mêmes se sont mis à faire l'anacarde sans ce que nous donnons. Pourquoi? Parce que le kilo d'anacarde aujourd'hui se vend à 17 000 francs, alors que le prix officiel c'est 5 000. Ensuite, en forêt, nous avons lancé 3 autres choses. La culture de cacao Mercedes. Pourquoi Mercedes? Parce que au bout de 18 mois, on commence à produire au lieu de plusieurs années. Et ensuite, le café Robusta et les graines de palmier germées, c'est-à-dire comme ce qui se fait à Sogipa. Donc, cacao Mercedes, palmier à huile, café arabica. Café arabica, pardon, on ne s'est pas arrêté là. Nous avons la chance qu'avec le Fouta, c'est comme l'ouest du Cameroun, ou bien le Rwanda ou l'Éthiopie,
Nous avons donc négocié avec eux et l'Éthiopie nous a livré des semences, pardon, pas l'Éthiopie d'abord, le Rwanda nous a livré des semences de café arabica qui sont déjà en pépinière à Mamou et l'Éthiopie ici va nous livrer. Dans le cas du WAF, nous avons acheté des semences de riz dans les pays voisins. Nous nous sommes dit, mais pourquoi acheter des semences dans les pays voisins? Pourquoi nous-mêmes n'allons pas faire des champs semenciers? Quand nous, les techniciens, c'est très compliqué, il faut faire ceci. On ne les a pas écoutés et nous avons commencé nous-mêmes à faire des champs semenciers. C'est-à-dire, au lieu d'aller acheter les semences de riz à l'extérieur, c'est nos semences de riz que nous allons faire payer dans le cadre du WAF. Donc, c'est ça qui va changer les conditions de vie des populations guinéennes. Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer. Que, la bauxite de la Guinée, ce n'est pas seulement les Chinois, mais nous souhaitons que le maximum des sociétés chinoises, parce que plus il y a des sociétés chinoises qui travaillent, plus notre capacité d'utiliser les minérales au-delà est grande, parce que ça permet de rembourser. Mais aussi, la Guinée est ouverte à tous les pays. Nous avons un autre avantage, nous avons créé une société d'État qui s'appelle Sugipami. La Sugipami elle-même a la vocation elle-même d'être exploitante de mines. Elle peut le faire soit seule, soit en association avec un partenaire, comme il vient de le faire avec l'Inde. Et deuxièmement, nous ne ferons jamais de trop et nous ne coûterons pas. Donc c'est les ressources, les royalties générées par l'exploitation de ces mines par les sociétés chinoises qui serviront à rembourser ces dettes. Mais au moins, il y a une chose qui est claire. Désormais, il y a un fonds qui est garanti, qui ne peut pas être utilisé pour acheter des voitures ou demander de consommation, mais pour les infrastructures. Parce que vous tous savez, la question de la Guinée, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Un pays ne peut pas se développer. La Guinée est le pays le plus touristique d'Afrique de l'Ouest. On n'avait pas de tournage des hôtels, mais il faut les routes. Aller à Koba, aller à Dubreka, ou aller à Bel Air, ou aller à Dalaba, etc. Et aller ou bien en Guinée, ou bien à Massanta, la Fosserie Ziama, etc. La Guinée est le pays le plus touristique. Mais on avait deux handicaps, trois même, pas d'électricité, pas d'hôtel, pas de route. Nous sommes en train de résoudre deux premiers handicaps, il nous reste le troisième qui est la route. J'ai envoyé des Italiens à Bel Air pour voir comment on va rénover l'hôtel de Bel Air. Ils ont dit, Président, sincèrement, on est émerveillé, c'est mieux que l'île Maurice. Bel Air, c'est mieux que l'île Maurice. Donc le tourisme, il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas de tourisme en Guinée. Pourquoi on appelle avant Conakry l'appel de la Côte d'Afrique de l'Ouest. Mais, après l'indépendance, à cause de la attitude de Foucault et autres, le premier président a estimé que les touristes sont des espions. Donc, il a interdit les touristes. Pourquoi le tourisme n'est pas développé en Guinée? Donc, aujourd'hui, le tourisme aussi va être un secteur qui peut nous rapporter beaucoup d'argent. Donc, moi, j'intervenais seulement sur deux points. Un, on n'a pas fait de trop, on n'a pas écoupé les ressources. Il n'y a pas que les Chinois ici. Deuxièmement, nous remboursons par les royalties. Je vais donner la parole à Kassori qui va aller dans les détails. Ensuite, au ministre des Finances. Parce que tout ça, nous l'avons fait pas caché. Nous l'avons fait en informant régulièrement le Fonds monétaire. Et deuxièmement, pour ne pas être accusé de la négociation, nous avons pris dès le départ la Banque Rothschild pour nous accompagner. Et ce sont les avocats, la banque des avocats, qui ont suivi avec nous tous les contrats pour qu'on ne dise pas que voilà, la Guinée a signé de mauvais contrats. On a été accompagné par la Banque Rothschild et par les avocats internationaux. Maintenant, je vais donc donner la parole à Kassori, après à Magas, puis au ministre des Finances, pour les autres points. Merci, Monsieur le Président de la République. Je crois que vous avez tout dit. Mon intervention se limitera à préciser les projets éligibles à la première phase de ce programme stratégique. Et puis, peut-être quelques mots sur la philosophie qui sous-tend tout cela. Le premier projet, d'abord, je dois rappeler que c'est un exercice hardi qui remonte à 2 ans de travail.
le président, c'est tout à votre honneur, il a souhaité doter la Guinée de moyens structurels à travers des projets structurants qui permettent de booster la croissance économique et d'atteindre l'objectif qui se fixe pour la Guinée d'une croissance à deux chiffres dès 2020. Comme il l'a dit tantôt, cela suppose un minimum d'1,5 milliard. Et c'est la raison pour laquelle, en s'adressant aux Chinois, à la partie chinoise, il a dit « Je veux un programme à long terme ». Je vais même vous livrer un petit secret, ce n'est pas un secret. Lorsque, au début des négociations, je suis venu le voir pour lui dire, comme point d'application de cet accord important, on peut prévoir l'aide à la balance de paie. Votre désir a été clair. Non, Kassouri, on ne mettra pas l'argent dans la dépense publique de fonctionnement. Si je m'endette, je voudrais que permettre une bonne incursion dans notre continent bien-aimé. C'est pourquoi votre compagnie aérienne Royal Air Maroc vous... Pour le fonctionnement de l'État, on continuera à se débrouiller. Voilà le premier élément de cette philosophie. Le deuxième élément de cette philosophie, il l'a dit, programme à long terme, basé sur nos ressources, mais une affectation a priori de nos revenus destinés à l'investissement public. Cela signifie quoi? Il n'y a pas de possibilité, ni pour lui, ni pour son gouvernement, de dilapider un centime de cet argent. Parce que l'argent va être dépensé dans les modalités classiques des banques privées et des banques de développement. Tout projet éligible à ce financement doit faire l'objet des études de faisabilité. Comme il l'a dit tantôt, nous avons été accompagnés dans l'évaluation et la formulation des projets par des cabinets étrangers. La CGP, avec M. Thalès Condé, a travaillé avec les ministères techniques d'abord sur les idées de projet. Et je peux vous assurer, beaucoup d'idées de projet ont été rejetées a priori par le président en raison de leur caractère non pertinent sur la croissance qu'il souhaite imprimer à ce programme. Ces projets identifiés ont fait l'objet d'études. Les études, un aspect important que les Guinéens comprennent, ont fait l'objet de validation par les cabinets internationaux. Élément très important. Pourquoi Swapiti ne fait l'objet d'aucune remarque, malgré la complexité du montage financier de ce projet? Parce qu'il faut le rappeler, les Guinéens ne sont pas fiers de ce que nous avons, ou de ce que nous accomplissons. Swapiti est le projet le plus grand dans la région ouest africaine. Et son modèle de financement est le plus complexe et le plus pertinent à date. Je vous le dis parce que je suis invité en Europe pour essayer de parler du modèle qui devient maintenant un modèle que les autres pays devront embrasser. C'est 1,5 milliard de financement, dans lequel il n'y a pas un déboursement d'un centime cash de la Guinée. Il faut le faire. Pour revenir au sujet, tous ces projets ont fait l'objet de validation de cabinets étrangers.
en particulier de cabinets occidentaux, comme dans le cas de Swapiti. Donc, il n'y a pas de risque d'exagération des coûts. La qualité des ouvrages sera tout aussi garantie par la supervision qui sera assurée par ces cabinets étrangers. TEF, dans le cas de Swapiti, sur les routes régissent un cabinet français de réputation internationale, etc., etc. Alors, le système est totalement transparent. De quel projet nous parlons pour cette première phase? Parce que nous avons présenté un portefeuille de près de 10 milliards à la partie chinoise, de projets étudiés ou préétudiés, sur lesquels la priorité a été fixée sur la première grappe de projets comprenant la route Koya Mamou Dabola, longue de 337 km. Cette route est vieille. La dernière fois qu'elle a fait l'objet de réflexion date de 1992. Il faut ajouter aussi pourquoi Dabola s'arrête à Dabola, parce que Kouroussa, Dabola est financé par la ville et les appels de fonds ont été lancés. Donc c'est la route qui a c'est la fraction Kouroussa Dabola déjà financée par la ville. Exactement. Merci, Monsieur le Président. En fait, le réseau national numéro 1 est long de 1133 km, sur lequel les premiers 336 vont être réfectionnés, réhabilités dans des conditions un peu mieux faites. Parce que la première route sur laquelle on roule actuellement, c'est une route, le béton bitumeux de 5 cm, avec une fondation latéritique de 10 cm. La celle qu'on va refaire, on va doubler la fondation. Je ne suis pas en train de dire qu'on va faire une autoroute. On est très loin de ça, ce n'est pas une autoroute, mais c'est une route mieux faite. Éligible à ce financement doit faire l'objet des études de faisabilité. Comme il l'a dit tantôt, nous avons été accompagnés dans l'évaluation et la formulation des projets par des cabinets étrangers. La CGP, avec M. Thalès Koné, a travaillé avec les ministères techniques d'abord sur les idées de projet. Et je peux vous assurer, beaucoup d'idées de projet ont été rejetées a priori par le président en raison de leur caractère non pertinent sur la croissance qu'ils souhaitent imprimer à ce programme. Ces projets identifiés ont fait l'objet d'études. Les études, un aspect important que les Guinéens comprennent, ont fait l'objet de validation par les cabinets internationaux. Élément très important. Pourquoi Swapiti ne fait l'objet d'aucune remarque, malgré la complexité du montage financier de ce projet? Parce qu'il faut le rappeler, les Guinéens ne sont pas fiers de ce que nous avons, de ce que nous accomplissons. Swapiti est le projet le plus grand dans la région ouest africaine. Et son modèle de financement est le plus complexe et le plus pertinent à date.
Je vous le dis parce que je suis invité en Europe pour essayer de parler du modèle qui devient maintenant un modèle que les autres pays devront embrasser. C'est 1,5 milliard de financement, dans lequel il n'y a pas un déboursement d'1 centime cash de la Guinée. Il faut le faire. Pour revenir au sujet, tous ces projets ont fait l'objet de validation de cabinets étrangers, en particulier de cabinets occidentaux, comme dans le cas de ce pays. Donc, il n'y a pas de risque d'exagération des coûts. Comme partenaire en France, le SCG Conakry sera tout aussi garanti par la supervision qui sera assurée par ces cabinets étrangers. TEF, dans le cas de Swapiti, sur les routes régissent un cabinet français de réputation internationale, etc., etc. Alors, le système est totalement transparent. De quel projet nous parlons pour cette première phase? Parce que nous avons présenté un portefeuille de près de 10 milliards à la partie chinoise, de projets étudiés ou préétudiés, sur lesquels la priorité a été fixée sur la première grappe de projets comprenant la route Koya Mamou Dabola, longue de 337 km. Cette route est vieille. La dernière fois qu'elle a fait l'objet de réflexion date de 1992. Il faut ajouter aussi pourquoi Dabola s'arrête à Dabola, parce que Kouroussa, Dabola est financé par la BID et les appels de fonds ont été lancés. Donc c'est la route qui a c'est la fraction Kouroussa, Dabola, déjà financée par la BID. Exactement. Merci, Monsieur le Président. En fait, le réseau national numéro 1 est long de 1133 km, sur lequel les premiers 336 vont être réfectionnés, réhabilités dans des conditions un peu mieux faites. Parce que la première route sur laquelle on roule actuellement, c'est une route, le béton bitumeux de 5 cm, avec une fondation latéritique de 10 cm. La celle qu'on va refaire, on va doubler la fondation. Je ne suis pas en train de dire qu'on va faire une autoroute. On est très loin de ça, ce n'est pas une autoroute, mais c'est une route mieux faite. Conakry, capitale mobile. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité. Donc il disait, voilà la Chine, vous voyez. Exactement. Et dit ce que le président a rappelé tantôt. Parce qu'il a été vice-maire là-bas à cette époque. Ce que le président a rappelé tantôt, il dit commençons par les choses les plus faciles. Comme pour dire. Non, il faut dire qu'il a dit qu'aujourd'hui, le PIB de Tiananmen fait 80% du PIB de Taïwan. Exactement. Là seulement il y a le courant, mais de 5%, c'est vrai que je dis 80% du PIB de Taïwan. Exactement. Donc, je raconte cette histoire pour dire que nous avons une chance de capitaliser. Ne jetons pas la pierre sur des opportunités aussi importantes pour la Guinée, quelles que soient nos obédiences politiques. Ça, il s'agit de la Guinée, c'est extrêmement important que... Je vais donner une réponse en termes de chiffres à ceux qui considèrent qu'on a bradé à la Guinée. On a rappelé tout à l'heure, le président a rappelé les partenaires que nous avons.
si vous comparez en termes de volume, l'ensemble du périmètre en termes de ressources en bauxite donné aux entreprises chinoises à date, les 3 entreprises visées dans le programme dont le ministre des Mines vous parlera tout à l'heure, ça fait un peu environ 6 milliards de tonnes de bauxite. La seule CBG que nous avons, que nous exploitons depuis 50 ans, est assise sur des réserves de plus de 6 milliards. Qu'est-ce qu'on a bradé? CBG seul, 6 milliards. L'ensemble concédé, des périmètres concédés aux Chinois, l'ensemble 6 milliards. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, c'est important que, face aux critiques, les Guinéens réalisent de quoi on parle. C'est une opportunité pour la Guinée. Et je terminerai par souligner ceci. Il s'agit d'un programme de 20 ans. Peut-être dans 20 ans, il ne sera pas de ce monde. En tout cas, moi, je suis sûr, je ne serai pas au service public. Donc, ce n'est pas un programme, s'il voulait, pour lui-même, pour garantir juste son pouvoir. Il aurait dit travailler sur un programme de 5 ans. Il aurait même dit, et la tentation était forte chez moi, de dire demandons une aide budgétaire, c'est-à-dire l'argent flexible, pour nous permettre une marge de manœuvre au niveau des finances publiques. Et dit non, pas un centime en termes de fonctionnement. Je voudrais donc dire aux Guinéens que laissons de côté la politique politicienne, nous avons affaire à un programme stratégique. Et depuis la signature de ce programme, en ma qualité de principal négociateur, chef d'équipe de l'équipe de négociation, on m'appelle de partout, de l'Europe, de l'Afrique, comment on a pu faire ça. Mais je peux vous garantir, l'expérience n'est pas réplicable, parce qu'on a pu le faire en raison de la qualité des relations entre le président Alpha Condé et le président Xi Jinping. Je vous remercie. Magas. Merci, Monsieur le Président de la République. Lorsque vous avez mis l'équipe de négociation en place, ils vont venir maintenant pour former des cadres ici, parce que un de nos points faibles, c'est notre capacité d'étude de projet. Et même s'il y a l'argent, s'il n'y a pas de projet bien ficelé, on ne peut pas financer. Donc, nous allons nous doter progressivement de nos propres moyens pour faire nos études et le contrôle. Mais même si on en arrive là, on fera toujours appel à un cabinet étranger. Pourquoi? Pour la crédibilité. Pour qu'on ne dise pas, oui, on a... Je vous prends un cas concret, par exemple. Pour l'étude environnementale, on accepte que les sociétés minières prennent un cabinet local pour faire l'étude environnementale. Mais nous exigeons que cette étude soit validée par un cabinet international. Parce que ça garantit effectivement, sur le plan mondial, la crédibilité de l'étude environnementale. Sinon, on va dire, voilà, vous avez donné ça à un petit cabinet guinéen qui a été corrompu et qui va accepter, donc vous allez mettre en cause. Nous n'interdisons pas. Ils peuvent utiliser le cabinet guinéen, faire l'étude environnementale, mais il faut que cette étude environnementale soit soumise après à un cabinet international de premier rang mondial pour qu'il valide. Donc, pendant que nous utilisons dans un premier temps, nous commençons à former même, donc là, c'est va devenir un bureau d'études comme le PNET en Côte d'Ivoire. Mais ça, il faut du temps. Mais déjà, nous avons 47 qui sont en mesure, qui vont partir pour maîtriser les logiciels d'études et qui seront maintenant des formateurs d'autres cadres. Je pense que c'est la question que vous avez posée. Maintenant, évidemment, l'administration guinéenne, vous savez, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans l'évolution, 4e révolution industrielle, l'économie numérique, qui va transformer complètement l'économie mondiale. Mais pour être dedans, il faut maîtriser de nouvelles technologies. Malheureusement,
deux choses, il faut maîtriser les nouvelles technologies et maîtriser l'anglais. Malheureusement, la majorité des cas de Guinée aujourd'hui ne maîtrisent ni la nouvelle technologie ni l'anglais. C'est pourquoi les jeunes générations, pour qu'on renforce de notre race et de notre poids ou de notre capacité de lait. Nous allons donc continuer. Il faut que nous allons faire la semaine de l'élevage, la jeune de l'élevage au Fouta pour convaincre les éleveurs d'accepter l'insémination, d'accepter que les bœufs soient parqués et qu'ils soient nourris par l'alimentation de bétail. Nous avons 2 usines maintenant d'alimentation de bétail pour que les bœufs ne divaguent plus et qu'ils aillent sur les champs, etc., et qu'ils soient plus gros, plus nourris. Donc, mais il faut que l'État même profite du fait qu'on avait déjà ces centres, qu'on les remette à jour pour nous-mêmes donner l'exemple. En ce moment, dans les paysans environ, et pas les paysans, par exemple les éleveurs. Donc, il est fondamental pour nous aujourd'hui de maîtriser de nouvelles technologies et de maîtriser l'anglais. Je suis désolé, aujourd'hui, la nouvelle technologie, c'est l'anglais. Je suis pas rien. Si vous ne parlez pas anglais, toutes les bourses qu'on nous offre aujourd'hui, quand on dit envoyer des gens qui parlent anglais. J'ai tout oublié de dire au japonais. Bon, au Japon, quand même, la langue officielle, ce n'est pas l'anglais, c'est le japonais. Merci, Monsieur le Président de la République. Télé privée, Antoine Kourouma. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Avant de commencer, Monsieur le Président, juste une observation. À l'entente de vos propos, vous rappeliez tantôt une sorte d'intox qu'on est en train de distiller à la population par rapport à cet accord. Et l'impression qu'on a eue, c'est qu'il n'y a pas peut-être eu de proactivité au niveau de ceux qui ont passé les négociations. Il n'y a pas eu de conférence ou une façon d'informer largement la population. Est-ce que quelque part, c'est pas ce qui est à la base de ce qui se passe? Qu'ils reviennent de Chine pour faire la conférence? Non, pas du tout, Monsieur le Président. Mais depuis votre retour, je crois. Non. Hein? À vous entendre, c'était comme si c'est à cause des intox. Mais c'est la conférence actuelle. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les intox. Les gens qui ont été négociés, Kassory a dit, Président, j'attends votre retour pour qu'on fasse la conférence de presse ensemble. Ça n'a rien à voir. Quand les Guinéens doivent savoir, et le monde entier doit savoir, exactement c'est quoi ces négociations. N'oubliez pas qu'il y a des interprétations, pas seulement en Guinée, à l'extérieur, etc. Parce que c'est la première fois. Donc, il faudrait bien qu'on explique non seulement aux Guinéens, mais à l'opinion internationale. C'est les deux. Mais il faudrait attendre que les gens... Les Chinois ont désigné un coordinateur de très haut niveau. On a désigné Kassory comme coordinateur. Donc, il y a 2 équipes chinoises et d'équipes guinéennes qui travaillent tous les 3 mois et ils se rencontrent en Chine. Il faudrait dire donc attendre qu'eux ils soient là pour donner des explications. Vous allez demander à ceux qui ne sont pas là-bas, donner des explications. Ils vont donner quoi? Au moins, ceux qui sont là, nous, on ne s'occupe pas de ce que les gens pensent. On va expliquer au peuple du Guinéen et à l'opinion internationale qu'est-ce que nous avons fait. D'accord. Merci, Monsieur le Président. La première question, c'est par rapport au projet annoncé par le ministre Kassory. On a entendu une série de projets qui vont démarrer bientôt, sauf qu'on ne connaît pas à quelle date précise. Est-ce qu'il est possible qu'on nous rappelle les dates auxquelles précisément commenceront ces projets? Et ensuite, on n'a pas entendu des projets liés à l'assainissement de Conakry. Quand on sait qu'aujourd'hui la capitale guinéenne est l'une des plus sales en Afrique, je n'ai pas entendu de projet lié à cela. Ma deuxième question, c'est par rapport au cadre juridique. La deuxième, c'était une observation. La deuxième question, c'est par rapport au cadre juridique. Quels sont les garde-fous qui ont été mis en place pour garantir cet accord? Et la dernière, si on me permet, c'est par rapport... Barry Mamad 2, pour la presse écrite, se prépare. Bonjour, Monsieur le Président. Vous avez indiqué dans votre introduction que les 20 milliards US dollars obtenus avec la Chine sont pour 20 ans. Et la disponibilité de ce montant dépend des projets soumis
par les Guinéens. L'accès à l'eau potable est une de vos priorités. Pour autant, le projet d'eau de la ville de Conakry a été présenté entre 2012 et 2013 par les techniciens du secteur. À quand son opérationnalisation aujourd'hui? Merci, Monsieur le Président. C'est le 4e projet eau. Et avec la Chine, il n'y a pas seulement les prêts. Il y a aussi ce qu'on peut appeler les prêts non remboursables, c'est-à-dire les dons. Nous avons actuellement 300 millions de yens de dons pour faire agrandir l'hôpital sino-guinéen, construire d'autres bâtiments et surtout des équipements. Parce que comme j'avais expliqué aux Chinois depuis un moment, à ma rencontre avec les gens, que nous avons un grand problème. Les évacuations nous coûtent cher, c'est le Maroc plus que l'Europe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les équipements nécessaires. Donc nous souhaitons donc que l'hôpital soit équipé pour qu'on évacue moins de personnes. Donc l'hôpital sino-guinéen va être agrandi et avoir tous les matériels nécessaires. Ensuite, la commission du chef de l'Assemblée nationale à Coloma, et aussi l'accompagnement pour l'environnement. La Chine, il y a deux choses. Il y a les prêts qui sont faits par les Bank et les banques comme ICBC, et il y a les accompagnements qu'on appelle les prêts non remboursables qui sont faits par le MOFCOM, c'est-à-dire le ministère du Commerce. Donc nous avons présenté le projet eau à la Chine parce que nous ne voulons pas que ce soit un prêt qu'on va rembourser, nous voulons que ce soit un prêt non remboursable, c'est-à-dire un financement, après c'est un don. Parce que le projet eau, c'est 400 millions de dollars. Il est évident que les Chinois ne vont pas financer les 400 millions de dollars. Nous allons demander qu'ils participent au financement. Et les autres financements, nous allons chercher. Ensuite, le président chinois a dit qu'il va faire, en tout cas, 800, c'est 800, non 800, dans les villages, là, 800, hein? Ah non, pardon, 10 000, et ça va permettre de donner le courant avec le panneau solaire, mais aussi de permettre d'avoir des forages avec panneau solaire. C'est-à-dire, au lieu de que vous pompez, vous ouvrez seulement le robinet. Et grâce à un bon rapport avec la Chine, nous avons obtenu, comme maintenant en Guinée, 320. C'est-à-dire que chaque sous-préfecture de Guinée ait cette installation. Et ça, c'est un don. Et ça va commencer l'année prochaine. Donc, ça résout. Parce que le problème de l'eau, il n'y a pas que Conakry. Mais le gars qui vit à Youmou, il a le même droit que celui qui vit à Conakry. Celui qui vit à Mandjana, il a le même droit. Celui qui vit à Lelouma, etc. Donc, pas seulement, vous êtes très égoïste, vous ne pensez qu'à Conakry. Et vous oubliez aussi que tous les Guinéens sont des citoyens guinéens. Donc, grâce à ce projet, qui est un don, il y a 10 000 pour toute l'Afrique, que nous avons obtenu grâce à un bon rapport, 320. Si vous prenez qu'il y a 54 pays africains, regardez ce que nous avons par rapport à tous les autres. Donc, nous allons en même temps, et avec le MOFCOM, travailler pour le financement, ils sont d'accord. Nous verrons à quelle hauteur, le reste nous trouverons. Puis nous avons aussi la Banque mondiale qui sont sur ce projet. Mais maintenant, pour les villages, notre objectif, c'est d'avoir dans toutes les sous-préfectures des forages avec panneaux solaires. Il y en a déjà plusieurs que nous avons financés nous-mêmes. On veut l'avoir dans toutes les sous-préfectures parce que forage avec panneaux solaires, ça vous permet de ne plus faire, d'aller au robinet comme en ville, de prendre l'eau. Maintenant, d'avoir les forages simples dans les districts. Donc, on ne va pas, il y a des projets qui peuvent être financés par des accords de dons ou d'accompagnement. On ne va pas dire que tous nos projets, on va les financer par prêt. Si les États peuvent nous accompagner pour nous financer ce type de projet par don, mais tant mieux. Donc nous devons nous battre aussi pour avoir des dons. Évidemment, j'ai dit aux Chinois, les dons c'est bien, mais comme a dit votre grand leader, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut apprendre à pêcher. Mais en attendant qu'il apprenne à pêcher, il a besoin de manger. Donc vous donnez le poisson, pendant que vous apprenez à pêcher, après vous donnez le poisson. Voilà. Merci, Monsieur le Président de la République. Pierre Téréfi. Bonjour. Et je crois que la RTG doit être contente parce que tous les travaux que la Chine est en train de faire à la RTG, c'est un don. Merci. Monsieur le Président,
Président, vous avez rappelé les projets d'infrastructure, par exemple vers la Haute-Guinée ou la route au centre de la Guinée, et les projets miniers, cette fois dans la zone nord, la zone de Bokeh. Cette région est une zone actuellement sous tension. Les habitants disent attendre les retombées, les bénéfices liés aux activités minières. Ils manifestent depuis plusieurs jours pour le retour des services sociaux de base comme l'eau et l'électricité. Tensions qui ont fait au moins 2 morts. Et vendredi, des manifestants ont mis à sac le siège local du RPG. Quelle est votre réaction, Monsieur le Président? Merci. Le ministre des Mines, le ministre de la Sécurité des Miniers vont faire une conférence de presse, vont faire une communication qui répondra à cette question. Et les gens de Bokeh sauront quelles sont les mesures qui ont été prises. Le contenu local, nous avons demandé, lorsqu'il y a eu les premières manifestations en avril, je me suis penché sur la situation, j'ai convoqué les miniers. J'ai dit le contenu local, ça veut dire d'abord employer les gens de la région. Mais quand je vois la liste des prestataires, je n'ai pas vu un Sompalé, je n'ai pas vu un Koubassa, je n'ai pas vu un Sampi. Mais même si on doit prendre un Condé ou un Diallo, on doit commencer d'abord par eux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de Diallo de Condé, mais on veut commencer d'abord par eux. Et j'ai exigé donc, à ce moment, qu'ils ont décidé de mettre 50 camions. J'ai dit qu'il faut monter à 70 pour 50 camions neufs à des situations et des hommes d'affaires et des jeunes, et pour leur permettre de transporter la bauxite et de rembourser le camion par la bauxite, mais en même temps d'avoir les ressources et de transformer. J'ai donc demandé, j'ai convoqué donc nos parents de Bokeh en disant bon, voilà les 70 camions, allez maintenant voir quels sont les d'affaires qui veulent exploiter ces camions et donner du travail et former des groupes de coopératives de jeunes. Ça, c'était en mai. Quand j'ai réussi hier, j'ai dit, mais je suis désolé, les camions sont là et je n'ai rien obtenu de vous. Or, vous avez dit, allez, j'ai dit, quand ils ont dit 50, j'ai dit, non, il faut donner ça à moi, il faut donner ici dans les sous-préfectures, comme Kalabou et autres, tous les endroits qui sont concernés. Mais le 70 camions sont encore là. Il dit, bon, puisque vous ne pouvez pas, alors, ça ne fait pas, mais on peut organiser les gens, parce qu'il n'y a pas que les il y a l'emploi jeune, il y a aussi les gens qui ont besoin de travailler, les mieux sont dans les régions. Bon. De toute façon, ils vont faire une conférence de presse, ils vont passer ils vont faire une communication, le ministre de l'énergie, le ministre des mines et les miniers. Donc vous avez la réponse. Merci, Monsieur le Président de la République. C'est la fin de cette conférence de presse. Nous disons également merci à tous ceux qui ont intervenu et qui sont concernés dans l'accord cadre de partenariat stratégique conclu entre les gouvernements chinois et guinéens. Tout le monde est prié de rester sur place. Le président de la République va se retirer. Bon, il faut accepter 15 minutes. Ok, le président accorde 15 minutes à la presse, s'il vous plaît. Donc, mais on va respecter la liste. Pas de pagaille. On respecte la liste, s'il vous plaît. Est-ce qu'on vous a donné la parole? Il ne faut pas lui donner la parole. Ici, il n'y a pas de discipline. Vous n'avez pas la parole. La presse écrite, Barry Mamadou 2. Vous prenez les noms. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Vous avez signé un accord de près de 20 milliards avec la Chine. Pourquoi c'est avec la Chine, pas l'Inde ou le Brésil, ou en tout cas les pays du BRICS? Ensuite, est-ce que cet accord de prêt va être soumis à l'approbation des élus du peuple pour ratification? Je vous remercie. Mais moi, je suis prêt à payer si avec tous les pays, à condition qu'ils me proposent. C'est dommage que les journalistes guinéens ne sont pas très cultivés. Vous avez vu que dans la situation du Brésil aujourd'hui, comment le Brésil peut prêter 20 milliards quand on connaît la situation financière et économique aujourd'hui du Brésil? Informez-vous un peu. Quelle est la situation financière du Brésil? Mais on a parlé de plan Marshall avec les Occidentaux. Tous les gens qui sont prêts
à nous faire des prêts à des conditions acceptables, pas à nous faire des prêts à 10%, 5 ans, 10%, non. C'est là qu'ils sont prêts à nous faire des prêts acceptables, nous sommes prêts à faire avec eux. Ensuite, toutes les conventions, avant qu'une convention ne rentre en vigueur, il faut la soumettre au Parlement. Toutes les conventions. Donc, toutes les conventions qui seront signées avec les entreprises chinoises seront exactement comme les autres conventions soumises à la ratification du Parlement. Vous voyez, par exemple, on vient de finir avec Russell et le Parlement a ratifié les trois, Fria, Kindia et Yanjiang. Donc, aucune concession ne peut être attribuée sans être ratifiée par le Parlement. Donc, toutes les conventions qui seront signées avec l'entreprise chinoise seront d'abord ratifiées par le Parlement avant d'entrer en vigueur. Merci, Monsieur le Président de la République. Aboubakar Condé, Chéri FM. Merci, Monsieur le Président, d'avoir prorogé pour que nous aussi puissions vous poser nos questions. Ma première question s'adresse aux ministres qui se sont relayés pour nous expliquer cet accord. Tous ont dit que la Guinée a fait mieux comparativement aux autres pays qui ont passé de tel accord, mais les chiffres n'ont pas été donnés, des éléments comparatifs n'ont pas été donnés pour que nous puissions comprendre effectivement l'avantage de cet accord par rapport aux autres pays qui l'ont déjà fait. Ensuite, vous l'avez expliqué tout à l'heure, que le développement d'un pays, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est les infrastructures. C'est vrai, un autre l'a dit avant moi, dans ces premiers projets qui doivent être financés, on n'a pas entendu la question de l'adduction d'eau pour la ville de Conakry. Vous allez encore dire que nous ne pensons que pour la ville de Conakry, mais c'est que Conakry regorge plus. Mais est-ce qu'il n'a pas déjà répondu à la question? Il faut suivre. Est-ce qu'il n'a pas déjà répondu à la question déjà? Il faut suivre. Oui. Je n'ai pas fini, Monsieur le Président, si vous permettez. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que les prochaines négociations vont tenir compte de l'amélioration de la desserte d'eau pour la ville de Conakry? Merci. Enfin, je ne sais pas si vous êtes sourd. Je vous ai dit que la desserte d'eau, nous sommes en train de négocier avec le MOFCOM, c'est-à-dire le ministère du Commerce, pour que ça se fasse en don. Et ensuite, il y a la Banque mondiale qui finance une partie. Vous ne suivez pas ce qu'on dit. Ensuite, c'est ce que les ministres vous ont dit. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de méthode. Il y a un pays d'Afrique centrale qui avait signé un accord avec la Chine, une entreprise chinoise, pour 1 milliard contre une mine, c'est-à-dire un trop. Il se trouve que la mine vaut 2 milliards. Donc c'est une perte pour le pays. Enfin, nous avons dit que dans notre système, ce n'est pas un trop. Deuxièmement, faites vos enquêtes. Est-ce qu'il y a un pays africain qui a obtenu un accord avec la Chine sur 20 milliards? Vous n'avez qu'à faire vos propres enquêtes. Les Chinois sont plus présents beaucoup en Afrique centrale, ou en Angola, ou bien en Afrique du Sud. Faites vos enquêtes pour savoir si un seul de ces pays a obtenu un accord sur un financement de 20 milliards. Ce n'est pas à nous à vous dire, faites vos enquêtes. Mais ce qu'on a dit, c'est que notre façon de procéder est différente de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Parce que quand tu prends 1 milliard et que la personne gagne 2 milliards, c'est que tu as perdu. Encore nous, on ne nous donne pas une mine, on rembourse par nos réalités. Donc, quand tu vas arriver à 1 milliard, c'est fini. Le reste nous revient. Et c'est ce que nous voulons vous expliquer. Voilà, merci Monsieur le Président de la République. Bangali Touré, France 24. Bonsoir Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, j'allais dire. Monsieur le Président, en vous entendant, en entendant vos ministres, on sent qu'il y a une belle perspective qui s'offre à la Guinée. Mais je pense que, très sincèrement, le problème du Guinée aujourd'hui, ce n'est pas ces annonces. Le gros problème, c'est la réalisation de leurs besoins. Moi, j'ai pu le constater. Il y a un certain nombre de domaines où j'ai pu constater des avancées telles que l'agriculture. Je suis allé sur le terrain.
Je suis allé aussi visiter toutes les infrastructures construites dans le cadre du cinquantenaire. Vraiment, félicitations. Cette question minière pose problème. La question minière, c'est-à-dire la problématique en Guinée aujourd'hui, d'après ce que moi j'ai pu constater sur le terrain, c'est la gouvernance. Il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels moi j'ai travaillé qui n'ont pas pu trouver de réponse. Je donne un exemple et comprendre quelle est votre réaction par rapport à ces deux cas. Vous avez la société, aux deux exemples que je vais vous donner. Vous avez la société AMR et la société SMB. En 2014 ou 2013, la société AMR, une société française, dirigée par deux Français, sont arrivés en Guinée. Au jour d'aujourd'hui, cette société a tout eu sur le territoire guinéen, nonobstant ses engagements, c'est-à-dire, elle est arrivée, elle a eu son permis d'exploitation. En 2016, elle a cédé sa part, et l'État même a cédé ses 15% à la société SMB. Monsieur le Président, on se pose la question, quel en est-il de la gouvernance dans l'industrie? La deuxième question, Monsieur le Président, j'en ai fini, c'est par rapport à la réaction de la Guinée face aux différentes condamnations. On a vu avec le gouvernement américain qui est parvenu à condamner Mamoudou Thiam. Et depuis la publication du rapport Global Witness, il y a un certain nombre de personnes qui ont été incriminées. Des pays même ont pris des engagements où, mais la Guinée jusqu'à présent a annoncé que la Guinée va mettre en place une commission d'enquête sur ces dossiers. Mais jusqu'à présent, Monsieur le Président, nous n'avons rien obtenu des résultats de cette enquête. Merci. Mais je ne sais pas où vous avez fait vos enquêtes. D'abord, premièrement, pour avoir une concession, il faut passer par le Parlement. Sembe n'a pas de concession. On les a permis une association parce qu'ils utilisaient la rivière. Et c'est la société Winning. Pourquoi? La société Winning a une expérience en Indonésie. C'est-à-dire, dans leur exploitation, ils permettent à des nationaux de devenir miniers. C'est-à-dire, ils les accompagnent en ayant des petits blocs, des petites choses qui leur préfinancent, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là que la société Winning est venue. Et la Guinée n'a rien, c'est dans ces 15%. Mais enfin, vous racontez n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Mais c'est quand même grave que vous soyez France 24 et que vous allez raconter des conneries comme ça sur France 24. C'est vraiment grave. Non, c'est grave. Hein? Comment on peut dire qu'on a créé? C'est nous qui avons décidé dans le nouveau code. Ça n'existe pas avant moi. C'est moi qui ai décidé dans le nouveau code que toute personne qui va avoir une concession minière doit donner 15% gratuit au gouvernement guinéen. Si c'est la bauxite. Et si c'est transformé en alumine, alors 7% pour encourager à transformer en alumine. Mais on peut prendre les 15%, comme on peut les remplacer par un financement. Quand nous avons fait, beaucoup de gens ont critiqué en disant non, mais président, pourquoi tu dois avoir 15%? Pourquoi tu ne prends pas l'argent? J'ai dit non, je prends 15%. Mieux. Quand on négociait avec Rio Tinto, c'était en février, c'est-à-dire le nouveau code n'avait pas encore été adopté. Rio Tinto est à Beila depuis je ne sais pas combien d'années avant qu'il devienne le président. Depuis 10 ans. La mine la plus riche. Ils étaient cotés en bourse sur le Simandou. Pendant ce temps, il n'y avait pas grand-chose. Mieux, ils ont vendu une partie à Chinalco. Vous pouvez vendre, un minier peut vendre, mais il faut l'accord du gouvernement. Ils ont vendu sans l'accord du gouvernement. Et ensuite, lorsque vous avez un permis, avant qu'on vous donne la concession, il faut que vous rendiez la moitié de la superficie. Donc, il devait rendre la moitié, c'est mon 1 et 2. Si vous vous rappelez, sur le gouvernement de Doré, quand Doré a parlé, ils ont dit, nous négocierons lorsqu'il y aura des personnes plus fréquentables. Malheureusement pour eux, c'est la personne la moins fréquentable qui a été élue, ça défait. Donc, en décembre, ils ont venu me voir, on veut négocier. Mais comme moi, les chaînes intellectuelles, j'ai commencé par avoir leur dossier. J'ai dit qu'en février, si on ne négocie pas, ils vont perdre la mine. J'ai dit, je ne négocie pas. Et en fin janvier, j'ai déjà convoqué. J'ai dit, bon, maintenant, je ne sais pas négocier.
et je prolonge de 2 mois. Mais à mes conditions. 1, vous avez refusé de rétrocéder Simon 2, 1 et 2, vous recevez tout de suite. 2, vous avez signé avec Chinalco sans l'accord de Wana guinéen. Donc je vous mets une pénalité. Les ministres disaient 200 millions, 300 millions. J'ai dit une pénalité de 700 millions de dollars. Deuxièmement, le nouveau code va prévoir qu'on ait 15% d'action gratuite. Le nouveau code n'est pas encore adopté, mais j'exige que ça s'applique tout de suite à vous. Avec les 15% gratuits. Mieux, j'ai dit, on met dedans que j'ai le droit d'acheter 20% en payant. Pourquoi? Pour arriver à 35%. Donc les 35%, ça me permet d'avoir la minute de blocage. C'est-à-dire qu'une décision ne peut être prise sans la Guinée. Lorsque j'ai reçu Winning, vous savez, SMB avait déjà dit, bon, SMB, puisque vous n'avez pas la capacité de commencer tout de suite, et qu'eux peuvent commencer tout de suite, et nous avons besoin d'aller vite, mettez-vous d'accord avec eux, pour qu'ils associent avec eux, pour qu'ils commencent à exploiter. Parce qu'eux, ils utilisaient le fleuve en faisant des barges, en développant donc, on va exploiter tout de suite, il faut aller prendre un profonde. C'est nous qui avons donc demandé à l'OMS de s'associer, parce qu'on ne va pas attendre 10 ans qu'ils commencent à exploiter, alors qu'il y a des gens qui sont prêts à dire dans ce cas, vous travaillez avec eux et ils exploitent. En attendant, ça, on n'a pas besoin de concession. On a la permis. Et Winning, cette année, on va faire, je pense, 30 millions ou 40 millions de tonnes. Grâce à Winning, nous sommes en train de devenir le premier exportateur de bauxite dans le monde, ce que normalement nos réserves nous permettent. Alors, il ne faut pas raconter l'histoire. Et il n'y a pas, c'est quand vous devez avoir la concession, il y a 2 façons. Quand une concession, mais là, c'était le qui appartenait. Donc, voilà. Et c'est clair. Adressez-vous au ministère, et c'est comme ça que vous discréditez le pays à rencontrer des conneries sur France 24, alors que vous pouvez vous adresser au ministre, ça va, vous enquêtez, vous pouvez faire des enquêtes. Quoi? Vous êtes parti au ministère des Mines? Quelle possibilité vous avez de faire des enquêtes d'avoir accès au dossier? Je n'ai pas au ministère des Mines. Soyons moins prétentieux et allons à l'information. Si vous dites qu'il n'a pas fait d'enquête, n'a pas droit à la parole, vous allez sur le principe là, vous dites que vous avez été sur le terrain, et sur le ministère des Mines. Soyez modeste, vers le ministère des Mines, tout est transparent. La Guinée est le seul pays au monde à avoir publié tous les contrats miniers. Quand je suis venu, j'ai publié tous les contrats miniers. Il n'y a rien de tous les contrats miniers. Et la preuve, j'ai été invité à Londres par Cameroun comme modèle de transparence. J'ai été invité au Chili comme modèle de transparence. Tous les contrats sont publiés. Même le contrat qui était avant moi. Maintenant, pourquoi voulez-vous que si les gens ont mal géré avant moi, si on ne connaît pas, voulez-vous que je me taise? Mamoudou Thiam n'est pas mon ministre. Ils ont géré, ils ont fait des problèmes. Ça serait la fin. Pourquoi voulez-vous? Et la Guinée, quand je venais, la Guinée n'était pas membre de l'ITIE. C'est moi qui ai fait entrer la Guinée dans l'ITIE. Et il n'y a aucun, tous les contrats de Guinée ont été publiés. Et mieux, nous avons récupéré 800 permis. Parce qu'il y avait des gens qui prenaient des permis, ils ne savent même pas où se trouve la mine. Pendant que c'était un gain d'argent en bourse. On a retiré 800 permis. Donc, allez un peu vous informer, que de faire la désinformation. Allez au ministère des Mines et vous informer. Et aujourd'hui, que ça plaise ou pas, moi je vais exploiter les richesses de la Guinée. On ne va pas dire nos Chinois. Si c'est des Chinois ou des Martiens qui restent pas là, je vais exploiter. Parce que nous avons besoin de toi nos mines pour avoir nos richesses. À quoi ça sert d'avoir resté sous terre et tu es riche si tu ne fais pas comme on va voir. Que les gens soient contents ou pas, vous savez ce que je veux dire. Nous allons exploiter les mines avec ce qu'ils veulent exploiter et avoir des ressources pour transformer le pays. Et nous n'avons pas dit seulement, vous n'écoutez pas. J'ai dit, lorsque lors de la semaine des mines, le ministre a dit que la mine est libre de prendre la Guinée, j'ai dit non. Les mines n'ont pas de truc, c'est l'agro-industrie. Les mines doivent nous servir à financer les infrastructures, l'électricité, les routes, les chemins de fer, etc. Mais ce qui va changer les conditions de la population, c'est l'agriculture et l'agro-industrie. Je l'ai toujours dit. On dit que la vérité. Oui, aujourd'hui, on fait du cacao. On a fait combien d'hectares l'année dernière? Et cette année, on va faire plus. On va arriver à 300 000 hectares de cacao, 300 000 hectares
le café, le bista, sans connaître ce qu'on va faire en forêt. Aujourd'hui, en 2 ans, on a presque 500 000 hectares dans la carte. Et dans la carte, au lieu de 5 000, le président gagne 17 000. Nous avons lancé le programme de maïs. Les Marocains sont venus. Le Maroc importe 2 millions de tonnes de manioc, de maïs par an. Sont venus de France. Dans la Saoudite, la semaine dernière, pour que il fournisse en Guinée de maïs, et bien ce qu'ils appellent alpha pour leur. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la nourriture sera le pétrole de demain. Parce que les populations augmentent et les ressources alimentaires diminuent. Donc quand vous devenez un exportateur de céréales, ça remplace le pétrole de demain. C'est pourquoi nous mettons l'accent. Ensuite, là, c'est l'agriculture qui emploie le prix de main-d'œuvre. Donc, améliorer les conditions de vie. Donner des directives très claires. Il s'agissait Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre spéciale émission, donc voilà, Jacques Roger Show, hein, vous étiez donc en direct, en léger différé, j'allais dire, hein, la conférence de presse du président Alpha Condé, c'était donc ce matin, aux environs donc de 11h, heure donc de Conakry, c'était donc à Sékou Touré, voilà, c'était, voilà, vers la fin donc de la conférence, c'était beaucoup plus, voilà, mouvementé, on aura la possibilité tout à l'heure, voilà, d'ici quelques, disons 15 petites minutes, avoir donc le débat ivoirien, mais nous pouvons certainement avoir une petite réaction, un petit commentaire par rapport à ce que vous avez entendu. Hein. Ça sera peut-être, on fera tout ça le lundi. Mais la mauvaise nouvelle donc d'aujourd'hui, c'est donc la disparition, hein, donc voilà, de notre ami que vous connaissez très bien, hein, Alassane Diallo. Voilà.